Il faut se connaître et il faut être à l'aise dans ce qu'on représente pour pouvoir se démarquer. Le travail lui-même, il démarque pas. Le travail, il permet juste de démarquer ceux qui sont moyens et ceux qui sont excellents. Mais si vous êtes 3 personnes excellentes, c'est laquelle qu'on retient? Mais les ventes, ça ne définit pas tout. On peut avoir une hausse des ventes pour une raison qui n'est pas notre faute. Je prends un exemple tout simple. Vous arrivez dans un point de vente, le produit que vous prenez habituellement est en rupture de stock. Mais il y a notre produit. Vous allez prendre notre produit parce que c'est un équivalent. Nous, on va avoir l'impression qu'on a super bien vendu, alors qu'en fait, on n'a pas bien vendu parce qu'on a bien marketé, on a bien vendu parce que le concurrent n'avait pas, ou le confrère, son produit n'était pas disponible. Et je sais que j'ai déjà eu à décliner, que ce soit des opportunités professionnelles pour moi-même ou même sur des business à côté. Je suis une personne qui suis très ancrée sur mes valeurs. Et je pense que ce soit dans sa carrière ou dans le business, s'il y a une chose qu'il ne faut pas compromettre, c'est son intégrité et ses valeurs. Bonjour, moi c'est Olivia Yunga, j'ai 36 ans. Je vis au Congo, je suis maman de 2 enfants et mariée à un merveilleux époux. Je travaille dans le marketing et j'ai une structure à côté. Et je suis servante de l'Éternel et passionnée pour le marketing. Quel a été le choix professionnel le plus inconfortable que vous ayez fait, celui qui vous a coûté quelque chose à court terme, mais qui a tout changé à long terme? Alors, le choix professionnel le plus inconfortable que j'ai fait, mais qui, je dirais, qui a changé ma vie, c'est peut-être un petit peu grand à dire, c'est celui de venir m'installer au Congo et de travailler pour une structure française installée au Congo. En gros, au sorti du Covid, on s'est posé beaucoup de questions, mon époux et moi, sur si on voulait rester en Europe ou pas. Et j'ai fait le choix de postuler à distance et ça a pris et je suis venue m'installer au Congo et vivre au Congo. Pourquoi c'est quelque chose qui a été challengeant? J'ai dû quitter tout ce que je connaissais, mon confort, pour venir m'installer au Congo, si je peux dire un peu dans l'inconnu, dans un secteur qui était nouveau. Et ça a été un gros challenge pour moi. Mais j'ai appris beaucoup de leçons et aujourd'hui, si je suis aussi bien installée comme je le suis dans l'environnement dans lequel je suis, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté en fait de sortir de ma zone de confort, de sortir d'un point de vue géographique, de quitter l'endroit où j'étais et d'accepter un poste à distance sans savoir vraiment ce que ça comportait. Y a-t-il une opportunité que vous avez volontairement refusée parce qu'elle n'était pas alignée avec vos valeurs, même si elle semblait parfaite sur le papier? Je pense que j'en ai pas une en tête, mais je sais que j'ai déjà eu à décliner, que ce soit des opportunités professionnelles pour moi-même ou même sur des business à côté. Je suis une personne qui suis très ancrée sur mes valeurs et je pense que ce soit dans sa carrière ou dans le business, s'il y a une chose qu'il ne faut pas compromettre, c'est son intégrité et ses valeurs. Donc je pense qu'on peut se retrouver dans des environnements qui sont un peu inconfortables, mais tant que vous savez que votre intégrité et vos valeurs ne sont pas touchées, vous pouvez vous pouvez continuer, mais c'est difficile. Mais à trouver un exemple de principe, j'ai travaillé dans des secteurs où j'ai quand même accepté, mais à un moment donné, j'ai vu que ça commençait à me coûter mes valeurs et j'ai coupé, notamment le secteur des jeux, les paris sportifs. J'ai vu que ça commençait un peu à nuire à mon propre entourage parce que c'est des conversations qu'on commençait à avoir sur les paris sportifs, alors que, étant chrétienne, la Bible nous demande de ne pas faire les jeux de hasard. Et donc, j'ai pris ce contrat, mais j'ai dû le couper quand je me suis rendu compte que déjà, ça m'amenait à aller travailler dans un environnement qui n'était pas forcément sain, avec une clientèle qui était parfois pas très recommandable. Mais pour répondre à la question, j'ai pas dit non, j'ai dit oui. Mais après, j'ai eu le courage de rompre le contrat et de dire non, parce que je me suis rendu compte que ce qui fait vraiment une personne, c'est vraiment, comme j'ai dit, son intégrité et les valeurs qu'elle défend. À quel moment de votre carrière avez-vous compris que travailler dur ne suffisait plus et qu'il fallait penser stratégie plutôt que effort? Alors, je pense que je m'en suis rendu compte assez jeune. Étant une femme noire, les choses sont un peu moins évidentes, ou du moins, on ne nous donne pas les choses
assez facilement. Et juste pour citer, je me rappelle qu'il y avait une série qu'on regardait tous qui s'appelait Olivia Pope, donc qui est mon homonyme, hein. Et je me rappelle que son père lui disait à chaque fois, tu es une jeune fille africaine ou afro-descendante, tu dois travailler 2 fois plus pour obtenir les résultats des autres. Et donc, c'est quelque chose que au début, je refusais d'accepter parce que c'est pas une réalité, c'est des choses que les hommes disent. Mais la réalité, c'est que je dirais plus que pour être remarqué, parfois, il faut travailler plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le but, c'est pas forcément de travailler plus. Le but, c'est d'être à l'aise dans ses baskets pour pouvoir parler au moment où on vous donne la parole, défendre un point de vue quand on vous demande votre point de vue. Je pense que ce sont ces choses-là qui résonnent et qui font qu'en fait, on vous remarque. Le travail excellent ne suffit pas seul à nous départager entre 2 personnes. Ce qui va vraiment départager, c'est votre envie, c'est la passion que vous transmettez et c'est la manière dont vous le transmettez. Donc, je pense que j'ai compris ça assez jeune et j'ai un profil qui est assez atypique, mais qui explique aussi mon parcours. Dans un environnement corporate structuré, comment défend-on une vision innovante quand elle dérange les habitudes internes? Alors, celle-là, c'est assez difficile parce que euh, l'être humain, il est réfractaire au changement. Donc déjà, quand on parle d'innovation, l'innovation, ça fait tout de suite appel à un changement. Même si c'est un changement qui fait du bien, c'est toujours difficile. Je dirais qu'il n'y a pas une solution, mais je pense que le but, quand on veut mener au changement ou on veut amener une innovation, c'est la possibilité de rallier des personnes à notre cause. Donc, de prendre le temps de se faire comprendre, mais surtout, je pense que quand on essaye de communiquer quelque chose, dans la communication active, il y a aussi l'écoute. Il faut réussir à comprendre ce qui constitue le frein, pourquoi les gens ne veulent pas cette innovation, ne veulent pas ce changement, et essayer de faire comprendre ce que ça peut apporter en plus. Donc, je pense que c'est vraiment un échange à avoir et surtout, il faut être très, très, très patient. Dans la conduite au changement ou quand on veut mener une innovation, même quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut avoir de la patience pour rallier en fait les équipes et que le travail soit délivré en fait. Quelle a été la décision marketing la plus risquée que vous ayez soutenue et qu'est-ce qu'elle vous a appris sur le courage managérial? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense un bon exemple serait de dire, je sais que, et je parle vraiment précisément pour nous qui sommes au Congo, le monde de l'influence, c'est encore un peu difficile à faire comprendre ou à faire adhérer à des personnes qui ne sont pas, des personnes qui ne sont pas de notre génération, donc millénials ou Gen Z. Quand on commence à introduire cette notion dans le marketing, tout de suite, on nous demande quelle est la valeur ajoutée d'avoir des créateurs de contenu ou un influenceur. Est-ce que ça va augmenter les ventes? Et, euh, et je pense que ça a été quelque chose que j'ai eu à mener dans la structure dans laquelle je suis actuellement, qui fait que ça n'a pas été facile, mais ça a été, je ne vais pas non plus dire risqué, mais ça a été vraiment quelque chose qu'on a dû pousser pour faire comprendre qu'en fait, le marketing, l'essence même du marketing ne change pas, mais les manières ne font qu'évoluer. Et en fait, si vous ne prenez pas le temps en marche, ben en fait, les autres acteurs économiques, eux, vont prendre le train en marche et vont avoir cette longueur d'avance. Donc, le but, c'est de faire comprendre qu'en fait, en marketing, ben, on est appelé à évoluer avec toutes ces nouvelles tendances. Il y a une stratégie sur laquelle on travaille, mais dans la manière opérationnelle, il faut se réinventer tous les jours. Et tous les jours, c'est un risque de prendre que tu peux signer avec un créateur de contenu et au final, il n'est pas en phase avec ta marque. Et donc, du coup, tu te retrouves à rompre. Mais de la même manière, ça peut très bien marcher et tu auras appris qu'en fait, il y a une nouvelle manière de marketer un produit. Comment faites-vous la différence entre une intuition business forte et une simple prise de risque émotionnelle? Alors, s'il y a une chose que j'ai apprise, je dirais, ces 2 dernières années, c'est qu'il faut essayer au maximum de je dirais pas de retirer, hein. Il faut faire très attention. Là, je rentre dans quelque chose de très intéressant parce que je pense que souvent, on nous dit que les émotions n'ont pas de place dans le milieu professionnel. Alors que moi, je reste persuadée que ce qui fait la différence entre 2 ou 3 personnes, c'est la manière dont elles s'expriment et cette expression, elle émane des émotions. Je pense qu'il faut apprendre à canaliser ces émotions. Je pense qu'il faut savoir les cadrer, les encadrer pour que ça devienne une force. Donc aujourd'hui, je pense que quand on prend une décision,
il y a un mélange de tout ça. Il y a un mélange des émotions, mais il y a aussi un mélange de l'intuition business. Mais à la fin de la journée, il faut savoir être à froid pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, je n'exclurai pas l'un de l'autre, mais je pense qu'en toute chose, il faut savoir cadrer. Et la réalité, c'est que oui, on ne peut pas se baser sur les émotions, mais une intuition business aussi, ça reste juste une intuition. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Selon vous, quelle compétence invisible fait la différence entre un bon manager et un leader qui fait grandir les autres? Je dirais que en tant que leader, on oublie souvent que le leader, il a énormément de casquettes et il a un très, très grand rôle. Euh, Avoir du leadership, c'est pas donné à tout le monde. Le leadership, pour moi, c'est quand on a une équipe, c'est réussir à faire en sorte que tout le monde monte dans le bateau, sans que tu aies à forcer ou à menacer quelqu'un avec une arme pour qu'il monte dans le bateau. C'est la manière dont toi, tu vas amener les gens à monter dans ce bateau et à ce que vous puissiez partir ensemble au même endroit. Donc, je pense que euh, il y a être un bon leader et être un bon manager. Manager, ça revient à manager ses équipes. Et je pense que les deux doivent s'emboîter parfaitement. Mais le leader, il doit vraiment, je pense que ce qu'il y a de plus important, j'aime bien parler de l'écoute active parce que je pense que quand on est une équipe, la communication, c'est le socle. Donc, quand tu es leader, je pense que la communication te permet de comprendre, de connaître tes équipes. Et quand tu comprends, tu connais tes équipes, tu sais avec quel joueur tu joues. C'est un peu comme au foot. Je pense que si je commence à citer deux, trois joueurs, on sait très bien qui a ce point fort, qui a ce point faible-là. Ben, en fait, avec cette équipe, comment tu vas gagner? Et toi, en tant que leader, le but, c'est de ne pas forcer les gens, mais que les gens se disent, ah oui, 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 j'ai envie de me rallier à cette cause et à avancer. Et ensuite, le management, c'est gérer les états d'âme de tout un chacun. Quel a été le moment de solitude le plus fort de votre parcours professionnel, celui que personne ne voit pas? Je pense que quand on est une femme, on est amené à poser des choix pour sa carrière. Et notamment, je parle de la maternité. Euh, quand on est un homme, sa carrière, elle est déroulée et puis voilà. En tant que femme, on sait qu'il y aura des moments où on va s'arrêter pour mettre au monde, pour s'occuper de ses enfants. Et bien que ça fasse partie du cycle de la vie, que ça fasse partie des carrières des femmes, on est en 2026, c'est toujours assez difficile quand tu annonces à ton employeur que tu vas avoir un enfant et que ça tombe toujours, toujours au mauvais moment. Au moment où vous devez lancer un nouveau produit, au moment où vous devez lancer une campagne. Et je pense que euh, le moment difficile, c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc mon fils, où je venais d'être fraîchement employée. Il y avait un gros challenge sur moi. Et on a ce sentiment de laisser tomber, en fait, la personne qui nous a fait confiance, notre manager. Et en fait, c'est un combat. Pourquoi? Parce que, bah, en dehors de mon travail, je suis quelqu'un. Je suis mariée, je suis maman, je suis amenée à créer, à donner la vie. Et c'est vrai que j'ai des responsabilités. Et, euh, et l'un ne doit pas empêcher l'autre. Mais la réalité, c'est que même en tant que femme forte et résiliente et qui sait qu'elle a envie d'avoir une carrière, ça t'ébranle quand même parce que tu veux faire plaisir à tout le monde, en fait. Tu veux pouvoir remplir ton rôle professionnel, mais en même temps, tu as envie de construire ta petite famille. Et je pense que ça a été un moment assez difficile pour moi parce qu'à ce moment-là, je pense que les personnes avec qui je travaillais ont eu cette impression où je les ai laissées tomber. Et c'était un vrai moment de solitude de me dire que bah, je ne fais rien de mal, c'est dans la nature des choses et je reviendrai plus forte. Comment continue-t-on à diriger quand on doute intérieurement mais qu'on doit rester solide pour son équipe? Ça, c'est pas évident. Euh, je pense déjà, bon, moi, je suis chrétienne. Je pense qu'en toute chose, moi, je me repose sur Dieu. Et je pense que dans le business, il faut vraiment se forger un caractère. Euh, je pense que si vous posez cette question à des entrepreneurs, il y a des jours où c'est difficile, ils n'ont pas envie de se lever. Dans le monde professionnel aussi, c'est pas facile. Euh, je pense pas qu'il y ait vraiment une baguette magique, mais je pense que quand on a un objectif, on y va. Mais là où je pense que ça devient une force pour une personne, c'est quand ce que tu fais, c'est ta passion.
Ça t'aide à pousser même quand c'est difficile, ça t'aide à accomplir même quand tu n'as pas la force de le faire. Donc, dans l'idéal, bah, ce serait de pouvoir travailler dans un domaine qui nous passionne. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut aussi savoir s'appuyer sur les personnes qui nous entourent. Je pense qu'on est entier que par rapport à ce qui nous environne et ce qui nous définit. Donc, je pense que dans le monde professionnel, c'est la même chose. Il faut réussir à trouver des alliés, des personnes de confiance qui vont nous aider à avancer, en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus forgé? Les échecs visibles ou les combats silencieux? Je pense que ce qui m'a le plus forgé, c'est les échecs. Ah, c'est difficile. J'allais dire les échecs visibles. Et après, j'allais dire les combats silencieux. Ça, c'est vraiment. Je dirais quand même les échecs visibles. Je dirais les échecs visibles parce que quand on a des combats silencieux, euh, on n'est pas obligé d'apparaître sous son meilleur jour. On va pas bien, on va pas bien, on n'a pas besoin de s'expliquer. Mais je pense que les échecs visibles font en sorte que les gens autour de vous savent qu'il y a eu cet échec, il est retentissant. Et le monde regarde pour voir qu'est-ce que vous allez faire après. Et en fait, c'est à ce moment-là où vous êtes obligé de puiser au milieu de vous les ressources que vous pensiez que vous n'aviez pas. Vous êtes obligé de vous lever tous les jours, de venir tous les jours. Et en fait, ça forge un caractère parce que ça vous pousse à aller dans vos retranchements. Je pense que ce qui se passe quand personne ne voit, je ne dis pas que ça ne forge pas, mais ça peut prendre le temps que ça prend. Mais à partir du moment où l'échec il est visible, le monde vous regarde et le monde attend. Donc vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir rebondir, passer à autre chose et ça vous demande d'aller chercher cette force que vous avez peut-être pas forcément à ce moment-là, cette résilience, cette persévérance. Et pour revenir vraiment à la Bible, j'aime ce verset qui dit que l'épreuve produit la persévérance. Et en fait, je pense que l'épreuve, c'est quelque chose qui peut être à la fois silencieux ou aussi retentissant. Mais quand c'est retentissant, ben, la persévérance, vous êtes obligé d'aller la chercher parce que c'est pas que vous avez quelque chose à prouver au monde, mais les yeux du monde vous regardent en fait. Et donc, vous êtes obligé de contre-produire ou de produire quelque chose qui va venir dire au monde que ah, elle a réussi à passer outre, il ou elle a réussi à passer outre. Donc moi, je dirais les échecs publics. Avez-vous déjà eu peur de ne pas être à la hauteur? Et comment avez-vous transformé cette peur en moteur? Je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur, que quand on nous confie une nouvelle mission, un nouveau poste, on se demande tout de suite est-ce qu'on sera à la hauteur. Et je pense que c'est légitime et je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette humilité de se remettre en question. Mais en toute chose, je pense que la peur, elle n'est pas là pour nous figer, elle est là, au contraire, pour nous faire avancer. Je pense que quand on a ce genre de peur, de crainte, de doute ou le syndrome de l'imposteur, le but, c'est de se dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que je reconnais que j'ai une lacune peut-être dans la connaissance ou dans la manière de faire? Et aujourd'hui, on a Internet, on a l'intelligence artificielle, on a accès à toutes les informations, à des séances de coaching gratuites. Je pense qu'en fait, le but, c'est de savoir reconnaître, OK, si j'ai peur ou si j'ai un doute, c'est peut-être parce que je ne suis pas forte sur telle et telle chose. Ben, en fait, je prends le temps nécessaire ce week-end pour essayer de me former et revenir plus forte et maîtriser cela. Et en fait, ça me fait une compétence en plus, ça m'assoit sur ce que je connais et ça me permet de dépasser cette peur, en fait. Donc, pour moi, je pense que quand ça arrive, il ne faut pas avoir peur d'aller à la recherche de nouvelles compétences ou de nouvelles savoir-faire ou être. Dans le monde des affaires, à quel moment avez-vous compris qu'il fallait parfois être plus compétente que les autres pour être simplement considérée? Quand je me suis rendu compte qu'on peut tous faire le même travail, mais ce travail ne sera pas apprécié à sa juste valeur. Et ça revient un peu à ce que je disais au début. Euh, on est dans un monde qui nous pousse à être formaté et que tout le monde se ressemble. Moi, j'ai un profil très, très atypique. J'ai eu un bac marketing, une licence professionnelle dans le secteur de la banque. Ensuite, j'ai fait un master en marketing. Ensuite, un master en communication. Donc ça, c'est pour la partie formation. Ensuite, si j'ouvre mon CV et je regarde,
J'ai une structure commerciale. Après, je suis partie dans la gestion de projet. Ensuite, je suis repartie dans du commercial. Je suis allée dans le digital, dans le marketing, dans la communication. Aujourd'hui, je suis revenue dans le marketing. Très jeune, pendant longtemps, en France, au Congo, dans les pays francophones, on a vu mon CV comme quelque chose qui dérangeait un peu parce que c'était trop atypique. Et en fait, je me suis rendu compte que tout dépend de la manière dont on se vend. Et j'ai réussi à faire comprendre que c'est une polyvalence. La polyvalence, c'est un point fort. Ça démontre que j'arrive à m'adapter. Ça démontre que j'ai pas peur de quitter un endroit quand je n'aime plus. Ça démontre que j'ai cette force à me transformer. Ça démontre que j'arrive à recommencer à zéro. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'est ce qui me définissait, j'ai plus vu ça comme, euh, comme quelque chose de mauvais. J'ai vu ça comme quelque chose qui me différenciait. Donc, pour revenir à la question, je pense que il faut se connaître et il faut être à l'aise dans ce qu'on représente pour pouvoir se démarquer. Le travail lui-même, il démarque pas. Le travail, il permet juste de démarquer ceux qui sont moyens et ceux qui sont excellents. Mais si vous êtes 3 personnes excellentes, c'est laquelle qu'on retient? On va vous retenir par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous dégagez dans une pièce quand vous entrez, par rapport aux conversations que vous tenez, par rapport à la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous adressez. Moi, je me rappelle quand j'étais en école de commerce, on nous a appris comment serrer la main, ne pas avoir une main qui est mouillée, être à l'aise, regarder la personne dans les yeux. Ben, c'est des choses qui font la différence. Vous rentrez dans une réunion, vous avez une voix qui porte, vous n'êtes pas avachi. Bah, c'est des compétences qui résonnent au-delà de juste votre travail. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui hésite à s'affirmer par peur d'être perçue comme trop? Trop, c'est pas mauvais. On a tendance à assimiler que trop, c'est mauvais, mais c'est pas forcément mauvais. Trop, ça veut dire beaucoup. Beaucoup, ça veut dire généreux. Ça veut dire multiple. Ça veut dire que vous avez beaucoup de talent. Je pense que quand on dit qu'une femme, elle est trop, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'une femme, euh, comment dire ça? Qu'elle ait une place bien définie dans la société, dans la structure, dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le temps nous montre que les femmes peuvent se déployer tout autant que les hommes d'un point de vue professionnel. Donc moi, je dirais à une femme oser être elle-même. Et je vais plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on nous reproche en tant que femme. Surtout, je reviendrai sur la partie des émotions. Mais je reste persuadée que les émotions, ça fait partie d'une personne. Je pense qu'en tant que femme, là où je suis d'accord, c'est vraiment d'apprendre à canaliser ses émotions et de faire de ses émotions une force. Mais en aucun cas, j'accepte quelqu'un qui me dit oui, mais vous êtes trop émotionné, vous êtes trop. Non, parce qu'aujourd'hui, grâce à ces émotions, j'ai une passion pour quelque chose et c'est ce qui me permet de réussir. Donc je dirais simplement à une femme, ne t'excuse pas d'être celle que tu es. Tu as des qualités, tu as des défauts, appuie-toi sur tes qualités. Et ose en fait simplement. Il y a de la place pour tout le monde et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, les femmes occupent des postes de direction, de management. Il y a de la place vraiment. Donc ose simplement être qui tu es et les choses vont marcher en fait. Si votre parcours devait laisser un héritage, quelle valeur aimeriez-vous qu'on associe à votre nom? J'aimerais qu'on retienne de moi la manière dont je traite les gens. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Euh, je pense que c'est quelque chose qui résonne. On va rencontrer des gens dans notre parcours qui sont faciles ou moins faciles avec qui travailler. Mais en toute chose, on se doit le respect, l'amabilité. Et je pense que si on devait demander à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est le témoignage que je laisse derrière. Moi, je mets un point d'honneur à traiter les gens bien. Euh, et je pense que c'est vraiment le témoignage partout où je suis passée, parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises. C'est vraiment ce que j'ai envie de laisser derrière moi. C'est un leadership vraiment qui prend en compte les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut développer les gens. J'aime savoir que j'ai quitté quelque part et que j'ai laissé quelque chose en quelqu'un et que ça l'a permis de se déployer, de prendre confiance en lui. Donc voilà. Dans un groupe historique comme Brasco, comment fait-on évoluer les pratiques sans renier l'ADN de l'entreprise? Alors je pense que nous, il y a un exercice qu'on fait à chaque fois, c'est vraiment de redéfinir, parce que nous, on a un portefeuille de marques, c'est vraiment
de vraiment se rappeler de l'ADN de chaque marque. Même si celle-ci peut avoir un petit peu tendance à évoluer dans le temps, on a des marques qui sont très emblématiques sur lesquelles on ne va pas toucher. Mais c'est vrai que la stratégie va nous permettre d'asseoir en fait les nouvelles tendances liées au marketing aujourd'hui, mais tout en gardant l'ADN. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, je pense que déjà, il faut déjà maîtriser l'ADN du produit ou de la marque pour ne pas s'éloigner et avoir une feuille de route pour pouvoir savoir OK, ça c'est l'ADN de mon produit, c'est l'ADN de ma marque. Voici les tendances actuelles, voici la stratégie, voici ce que j'ai à faire. Je ne peux pas m'éloigner de ça. Donc au quotidien, nous, c'est quelque chose qu'on arrive à faire pas trop difficilement parce qu'en fait, en toute chose, le point de départ, c'est toujours l'ADN du produit. Tant qu'on n'a pas décidé que ça va changer, parce que c'est vrai que dans l'innovation, parfois, on se retrouve à changer quelque chose d'aussi gros que le nom. Tant qu'on a décidé que ça n'a pas changé, on se le met en face, on se le visualise et on travaille toujours de l'ADN à l'opérationnel, à la stratégie, à l'opérationnel. À quel moment faut-il savoir insister et à quel moment faut-il accepter de revoir sa stratégie? Alors, là, je vais parler simplement produit. Quand on lance un produit, je pense que ce que beaucoup de personnes ne font pas, malheureusement, que j'ai remarqué, en tout cas ici dans notre environnement, j'irais même avant de lancer le produit ou de lancer un service, une entreprise ou autre, c'est l'étude de marché. Je pense qu'en toute chose, en toute innovation, rénovation sur un produit, nouvelle marque et tout, il faut maîtriser son marché. C'est vrai qu'à l'inverse de certains marchés, on n'a pas accès à énormément de data, mais je pense quand même qu'on peut quand même avoir de très belles études de marché qui nous permettent déjà de partir sur un socle en sachant, voilà là où j'ai des opportunités, voilà où sont mes menaces, voilà ce que je peux faire. Ensuite, à partir de ça, le but, c'est de se dire tout simplement, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je crois que j'ai perdu le fil de ma question. Ouais, j'ai perdu le fil de ma question. Ouais, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, oui, il y a l'avant. Ensuite, tu lances ton produit, tu lances ta marque. Et en fait, ce qui se fait derrière, c'est qu'il y a un monitoring, en fait. Et je pense que souvent, on ne fait pas ça. On est très focus sur les chiffres. Mais les ventes, ça ne définit pas tout. On peut avoir une hausse des ventes pour une raison qui n'est pas notre faute. Je prends un exemple tout simple. Vous arrivez dans un point de vente, le produit que vous prenez habituellement est en rupture de stock. Mais il y a notre produit. Vous allez prendre notre produit parce que c'est un équivalent. Nous, on va avoir l'impression qu'on a super bien vendu, alors qu'en fait, on n'a pas bien vendu parce qu'on a bien marketé, on a bien vendu parce que le concurrent n'avait pas, ou le confrère, son produit n'était pas disponible. Donc, je pense qu'il faut réussir à monitorer après le lancement d'un produit. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire juste en termes de semaines, mais au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, on voit comment est-ce qu'on a réussi à déployer la stratégie. À combien de pourcents est-ce qu'on a réussi à déployer la stratégie, celle qu'on s'était fixée à 100%, sinon à combien de pourcents, et ensuite on essaye là d'évaluer la réussite du produit ou pas. Donc je pense que pour réussir, il faut savoir maîtriser tous ces différents jalons, et ensuite là vous pouvez pleinement décider est-ce que ça a été une réussite ou pas une réussite, ce nouveau produit, cette nouvelle entreprise ou autre. Comment construire une stratégie marketing qui parle à la fois aux consommateurs modernes et aux réalités locales du Congo? Je vais revenir sur ce que je dis. Je pense que souvent, on lance des produits ou on se lance dans un service sans faire une étude de marché. L'étude de marché, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as une étude de marché qui te permet de dire on ne vend pas ce produit au Congo. Mais il y a aussi une étude de marché comportementale qui te permet de dire que les Congolais consomment tant de ça, ils consomment ça tant de fois par semaine et tout. Et je pense que la réussite d'un produit passe par la préparation. Donc la préparation, il y a l'étude de marché. Comment est-ce que tu réponds aux besoins de tes consommateurs? Est-ce que tu maîtrises ta cible? Est-ce que tu maîtrises ton produit? Est-ce que tu maîtrises les canaux par lesquels tu vas distribuer? En fait, il faut vraiment maîtriser tout l'environnement pour pouvoir faire de ce lancement, de ce produit, une réussite. On ne peut pas juste... Souvent, nous, ici, on se base sur l'instinct. J'ai vu au marché
Il y a beaucoup de commerçants qui vendent ça. Donc moi aussi, je vais me lancer dessus. Et en fait, vous ne savez pas pourquoi ils vendent beaucoup ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste saisonnier? Est-ce que ça va encore marcher l'année prochaine? Vous ne pourrez pas savoir. Donc en fait, la réussite de ce produit-là, elle sera uniquement conditionnée parce que vous vous êtes calqué au modèle de quelqu'un d'autre. Selon vous, quel est le plus grand défi du marketing aujourd'hui dans un marché africain en pleine mutation? Je pense que le plus grand défi qu'on a, c'est la globalisation. Et je le vois au travers des réseaux sociaux où en fait on a notre identité, on a nos traditions, on a notre manière de faire. Mais avec l'ouverture des frontières, on a tendance à vouloir calquer un modèle peut-être calqué sur l'Occident, sur l'Asie, qui ne va pas forcément bien se transposer ici. Donc je pense que le défi qu'on a, c'est vraiment euh, d'être au courant de toutes ces tendances, de toutes ces nouveautés, mais de réussir à les adapter en local. Je pense que cette étape, il faut vraiment pas la sauter. Souvent, les gens voient quelque part quelque chose qui marche ailleurs et ils veulent venir ici et ils se disent mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y a pas eu ce moment-là où tu as adapté. Je vais parler d'un truc très simple qui va vraiment nous donner une idée, un ordre d'idée sur la globalisation. Ici au Congo, on achète, je vais parler par exemple de la lessive. Vous allez en Occident, souvent la lessive elle est vendue en gros carton parce que les gens achètent en gros, ils ont des machines à laver, alors qu'ici on vend en petits sachets. Si vous partez du principe que voilà, je veux importer cette marque de lessive, mais elle ne fait que du gros, vous allez passer à côté de tout un marché qui est les personnes qui consomment au jour le jour les petits sachets de Pax en fait. Et en fait, ça veut montrer que vous ne vous êtes pas adapté, vous avez juste calqué un modèle que vous avez vu ailleurs, que vous avez cherché tout simplement à transposer ici au Congo. Donc le but, c'est, ça marche ailleurs, très bien, je pense que c'est une opportunité, mais comment est-ce qu'on l'adapte au marché congolais qui a ses spécificités en termes de consommation, en termes d'environnement? Comment mesure-t-on une réussite marketing? Uniquement par les chiffres ou aussi par l'impact durable sur l'image de marque? Alors moi, en tant que marketeur pur, je parlerai de l'impact. Les ventes, comme j'ai dit, les ventes peuvent être saisonnières. Il peut y avoir des raisons qui mènent à ce que les ventes augmentent ou que les ventes chutent. Et c'est parfois indépendamment de ce que nous, on a eu à faire. Mais ce qui ne ment pas, c'est l'impact qu'on laisse et c'est l'image de marque, c'est la notoriété. C'est là où on va savoir si le produit a touché la bonne cible, si on a réussi à se positionner sur les bons canaux, si le produit a été bien pensé, s'il répond vraiment aux besoins pour lesquels il a été créé. Mais les ventes, c'est vrai que ça reste un indicateur qui est très fort, mais ça ne peut pas primer, selon moi, sur l'image de marque qu'on laisse chez les consommateurs. Quelle est la leçon business que vous auriez aimé apprendre 10 ans plus tôt? Je pense que je suis une personne très rapide. Je suis action-réaction. Et je pense que j'ai toujours cru que c'était une de mes forces dans tout, dans le business, dans ma vie personnelle et tout. Mais avec beaucoup de recul et avec l'âge, je me rends compte qu'en fait, la patience, ça reste une vertu. Et je pense que dans le business aussi, il faut avoir de la patience. Je pense que ça revient à ce que je disais. On peut lancer un produit et nous, on se dit, le premier mois, on n'a pas fait de vente, tu vois. Non, parfois, la réussite va se mesurer en années. Le produit, il a un cycle de vie. Et en fait, si vous n'avez pas assez de recul et assez de patience, ben, en fait, quand il y aura le premier pic, très bien, vous allez chuter, vous allez penser que c'est la fin, alors qu'en fait, après, ça reprend. Donc, je pense que quelque chose que j'aurais aimé avoir en moi plus jeune, c'est vraiment la patience dans les affaires, dans le business. Quel message adresseriez-vous à ceux qui travaillent dur mais ont l'impression que rien ne bouge? Euh, je reviens à ce que je disais sur le fait de travailler. Si j'avais un message, c'est que travailler, c'est pas la seule clé. Quand on veut atteindre un but, il faut mettre des stratégies en place. Que ce soit pour être remarqué dans son entreprise, que ce soit en tant qu'entrepreneur, il faut une stratégie en tout cas. Donc le conseil que je donnerais à une personne, travailler, c'est bien, mais je dirais ceci. On a connu des personnes qui travaillaient de manière excellente, mais qui ne se sont pas fait remarquer.
Je reviens vraiment sur qu'est-ce qui vous définit vous, qu'est-ce qui me donne envie à vous de, de continuer avec vous, de vous engager, de te donner une promotion, de te donner tout un département. En fait, c'est toutes les valeurs que tu vas ajouter. Et quelque chose qui est précieux, je pense que quand on rentre dans le monde du travail ou en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment être orienté solution. Quand il y a un problème en face de nous, il faut être force de proposition pour trouver des solutions parce que je pense que dans une salle remplie de personnes et remplie de profils, celui qui apporte la solution, c'est celui qu'on remarque. Donc je pense que le travail seul ne suffit pas. Je pense qu'il faut être force de proposition. Je pense que notre personnalité doit se faire ressentir et c'est ce qui fait qu'on attire les gens, en fait, comme un aimant. C'est ce qui fait qu'on capte l'attention. Aujourd'hui, vous venez avec une solution, on ne peut pas ne pas vous écouter, en fait. Donc le travail seul, ça ne suffit pas. Même si vous ne travaillez pas de manière excellente, vous pouvez être moyen, mais si vous avez trouvé la solution à quelque chose qui était bloqué depuis des semaines, en fait, on va vous retenir, vous, plutôt que la personne qui travaille de manière excellente, mais qui ne retient pas forcément l'attention. Donc le conseil, c'est soyez vous-même, faites votre personnalité, qu'elle retentisse. À quoi reconnaît-on selon vous une réussite qui a vraiment du sens? C'est quand on est aligné avec qui on est. Si j'ai appris une chose, c'est que courir après les titres, les biens, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas en phase avec qui vous êtes, en fait, tu n'as pas pleinement réussi. Je pense qu'à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, la réussite, elle va se mesurer sur est-ce que tu es en phase avec la personne que tu veux être? Est-ce que tu es en cheminement pour être cette personne-là? Ou est-ce que ça t'a coûté trop de compromis? Je déteste la compromission. Je pense qu'il faut être aligné avec ses valeurs. Et à la fin de la journée, quand vous êtes aligné avec vos valeurs et que vous êtes en cheminement, la réussite, elle est beaucoup plus agréable, en fait. Vous pouvez avoir réussi, oui, j'ai une très belle voiture, j'ai une très belle maison, mais l'entreprise où je travaille, c'est pas où j'ai envie de travailler. Dans mon entreprise, je me retrouve à me compromettre. Dans mes business, je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Pour moi, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est dans sa globalité. Donc, je pense qu'il faut être aligné avec ses valeurs et c'est le plus important. La paix, vraiment, clairement, c'est ce qui est le plus important. Si vous deviez résumer votre parcours en une seule phrase qui guiderait un jeune entrepreneur africain aujourd'hui, laquelle serait-ce? Je dirais qu'il faut bannir la peur. Aujourd'hui, je me retrouve dans j'ai fait beaucoup de secteurs, beaucoup de postes différents, parce que j'ai pas eu peur de la mobilité. Maintenant, je suis consciente qu'on est dans un environnement où, moi, dans mon passé, j'ai beaucoup démissionné pour aller dans des postes qui me plaisaient plus. Et dès que j'étais pas à l'aise quelque part, j'avais pas peur de partir. Je suis consciente que je suis dans un environnement où on n'a pas ce luxe de démissionner parce que les opportunités se font assez rares. Moi, tout ce que je dirais à quelqu'un, c'est de bannir la peur. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire et que tu te sens pas apte à postuler, postule quand même. Je pense qu'il faut qu'il faut poursuivre ses rêves. Et même si on a le syndrome de l'imposteur à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, le savoir est accessible à tous. Donc moi, si j'ai juste un conseil à donner à un jeune ou une jeune, tu rêves de travailler dans telle entreprise, dans tel secteur, de monter telle structure, arme-toi, va apprendre, mais fais-le. Fais-le parce que le meilleur allié et le pire ennemi, c'est le temps. Et on n'a pas envie de vivre une vie de regret. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a toujours un jour où les choses vont prendre. Donc, il faut juste persévérer. Si vous savez que vous avez envie de le faire, essayez, sortez, parlez aux gens. Et je rajouterai une chose. On me dit souvent, oui, il ne faut pas trop parler de ses projets, pas trop parler de ses aspirations. Et je temporise un peu ça. Moi, aujourd'hui, j'ai eu de l'aide de personnes parce que j'ai parlé de certains projets. J'ai eu de l'aide de personnes ou des mises en relation parce que j'ai parlé de mes aspirations. Donc, je suis d'accord qu'il faut être sage. Ce n'est pas à tout le monde qu'on vient raconter ses projets. Mais essayez de trouver des gens de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer, qui, au final, vont devenir des leviers pour vous permettre de vous dire ah, mais j'ai tel ami qui connaît telle personne, je peux peut-être te mettre en relation et puis on ne sait jamais. Donc, n'ayez pas peur, entourez-vous bien.
et ne cesser jamais d'apprendre parce que le syndrome de l'imposteur, même les PDG vont vous dire que le jour où j'ai été nommé, ben, on l'a tous. Mais le but, c'est d'avoir accès aux compétences qui nous permettent de venir être à l'aise dans la fonction qu'on occupe.